Certaines villes ont un gène que les autres n'ont pas, celui de la création. Sur les murs, dans les rues, dans les ateliers, sur scène, l'art est dans la nature de Montréal. En sillonnant la capitale québécoise, je me suis demandé ce qui la rendait si créative. Et j'ai trouvé quelques réponses sur mon chemin. Dans le jardin du crépuscule de Glenn, artiste et pirate. Dans l'émotion d'une rencontre entre un auteur de BD, Jean-Louis Tripp, et son idole, Michel Rivard, ex-leader du groupe Beau Dommage. Dans les couleurs inuites des chansons d'Elissa Pied-Isaac. Et dans les couloirs en folie de l'École nationale de l'humour. La ville de Montréal fait émerger ici son nouveau quartier des spectacles. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Une surprenante inauguration à laquelle mon amie Catherine m'a invitée. Il y a plein de théâtres, il y a des spectacles. Tout l'été ici, ça se transforme en grande scène géante. D'accord. Et puis, on invite vraiment le public à venir voir des spectacles de musique, de théâtre, de danse, de cirque. C'est vraiment tous les arts combinés ensemble qui sont mis à l'avant-plan. Et c'est là donc qu'il y a des happenings aujourd'hui? Il y a des happenings aujourd'hui, mais en fait, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée. Je pense que c'est des performances ponctuelles qui vont avoir lieu. On sait pas où. D'accord. On sait pas quand. Donc, c'est ça, il faut garder les yeux ouverts, les oreilles, les yeux ouverts. Allez, on part à la chasse au happening. Super! Allez. C'est spécial, hein? Quand même très spécial. C'est un pic! C'est un roc! C'est un cap! Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule! On va trouver partout! Artistes du cirque, du théâtre ou de la chanson, ils sont habitués aux plus grandes scènes du Canada et d'ailleurs. Elle est là? Est-ce qu'elle a commencé? On dirait. Ah ouais. Mais ce jour-là, Elissa Pied-Isaac chante pour les clients d'une galerie marchande. C'est incroyable que tu oses chanter comme ça a cappella dans un endroit pareil. Ben oui, il faut essayer des choses qui nous rendent toutes nues. Ouais, c'est quoi la langue dans laquelle tu chantais à l'instant? Inuit, c'est la langue, on est Inuktitut. D'accord, c'est beau. Oui. C'est très beau. J'ai quitté Elissa Pied avec la promesse de la retrouver ce soir à son concert. Et j'ai poursuivi mon chemin dans ce centre-ville où Montréal affiche ses ambitions culturelles. Mais ce quartier qui accueille désormais les festivals n'est plus celui des ateliers d'artistes. Ils ont dû fuir et s'installer plus au nord, dans le quartier du Myland. Autrefois, le Myland abritait la guenille, l'industrie textile à bas prix. Puis, la guenille a déserté Montréal et les artistes se sont emparés des ateliers vides. Aujourd'hui, ces façades austères cachent le vrai poumon créatif de la ville. Raphaël Aubin et Pierre Priziesniak appartiennent à Pied Carré, un regroupement d'artistes attachés à la défense de ce quartier. Bienvenue. On voulait donner un aperçu. C'est pas tout le monde, mais... C'est une petite idée de tous les gens qui travaillent là, c'est ça? Il y a plus de 800 créateurs dans le secteur. Des luthiers, des sculpteurs, des fabricants de masques, des designers textiles, des peintres, des sculpteurs, des éclairagistes, des architectes, la gravure, l'impression, sérigraphie, litho. Il y a tout. De l'art numérique.
tout ce qui se fait en création se retrouve ici. C'est le quartier à plus haute densité d'artistes dans tout le Canada. Comment t'expliques qu'il y a autant d'artistes à Montréal? On a le tempérament créatif, on a le tempérament conteur, on a le tempérament de l'invention puis du défrichage. Et Tu veux dire que c'est historique, c'est quelque chose... je pense que oui, ça fait partie de nos gènes aussi, puis on attire ça. Donc, bienvenue dans notre village d'architecture bulgare humaine. Alors vous, à l'époque, il y a 10 ans, vous êtes venu vous installer là, pourquoi? Ben parce que l'autre lieu de création, l'autre atelier collectif qu'on avait, où on était installé depuis 20 ans, était dans le bas de la ville, proche du centre-ville, de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des spectacles, devant la place des Arts. Oui. Et l'édifice avait été racheté à cause de tout le développement. Il y avait eu la spéculation sur les immeubles et on s'est retrouvé évincé des lieux. En 10 ans, on a réussi à se bâtir une communauté archi-dense, archi-mixte, avec beaucoup de synergie, d'échanges entre les gens. Moi, je vais chercher de l'aide, un mouleur, il y a quelqu'un qui a besoin d'un imprimeur, j'ai besoin d'un artiste numérique, des choses comme ça. Et ça, cette vivacité-là, c'est trop précieux pour perdre. D'accord. OK. Ben, c'est ça, j'aime... Désormais, le quartier est convoité par des sociétés high-tech et des agences de pub. Les loyers augmentent et le bail de chaque artiste est de plus en plus précaire. L'avenir des ateliers est à nouveau incertain. D'un atelier à l'autre, je me suis retrouvée dans le plus invraisemblable bric-à-brac de Montréal. La caverne d'Ali Baba d'un sculpteur unique en son genre, Glenn le Mesurier. Des petits sculptures. Glenn habite et travaille le long de la voie ferrée qui traverse Montréal. Il n'expose dans aucune galerie, parce que sa galerie, dit-il, c'est la ville. Et on va où maintenant? Maintenant, nous allons voir mon jardin du crépuscule. Et je vais te faire une petite visite de mon jardin. Super. Alors ça s'appelle l'ABC de la vie. Elle est faite de rebut métalliques que j'ai trouvé dans des usines de perforation de tôle. Ça, c'est ton premier jardin. It's your first garden. Oui, je me suis approprié cet ancien parking municipal. OK. Ici, c'était ma première installation illégale. Une nuit, j'ai installé une de mes œuvres, puis j'ai attendu. Rien. Je suis revenu le lendemain et j'ai fait pareil. Et puis, j'ai continué à faire ça jusqu'à ce que j'ai mis tout ce que je voulais. Et là, tout a commencé. J'ai reçu des avertissements. C'était l'année dernière. Ils m'ont dit « Ça va te coûter 500 $ d'amende si tu n'enlèves pas tes sculptures aujourd'hui. » Le lendemain, c'était 1000 et le jour suivant, 1500. Ils me rajoutaient 500 $ par jour. Alors, je suis allé les voir et je leur ai dit « Bon, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, je peux monter jusqu'à 1 million. C'est mon max. » Ouais, et là, ils m'ont dit « OK, petit malin, tu vas voir maintenant. » Et ils ont tout enlevé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mairie de l'arrondissement avait pris des photos de toutes les œuvres du quartier et les avait publiées dans un livre sur l'art local. Alors le maire m'a appelé et m'a dit « Il va falloir que tu réinstalles toutes tes œuvres parce qu'on veut les revoir. » Oui, alors la ville de Montréal m'a donné cet espace. Ils sont assez cool avec moi et maintenant mon jardin est en train d'être reconnu comme jardin officiel. Voilà, c'est un exemple de réussite de guérilla artistique menée dans toute la ville. Vaincue par l'entêtement de Glenn, la ville a donc fini par reconnaître son talent. Plusieurs dizaines de ses œuvres sont maintenant visibles dans tout Montréal.
Impossible pour moi d'être à Montréal sans rencontrer Jean-Louis Tripp, co-auteur avec Loisel de la célèbre BD Magasin Général, une bande dessinée totalement inspirée par la vie québécoise. Salut Jean-Louis, ça va? Bah ouais, très bien. Tripp a quitté son Tarn-et-Garonne natal et comme beaucoup de Français, il a décidé de vivre ici, à Montréal. Vraiment. Écoute, je veux bien aller un peu dans les coulisses. Alors voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ça, bon, Magasin Général. Là, on en est maintenant au 6e album paru. Ce qu'on voulait clairement faire, c'était quelque chose qui soit comme du pagnol québécois. Ouais. Et on a tous les ingrédients de ça. Et parce qu'on a une petite communauté, une langue particulière, une galerie de personnages, et on a tricoté un truc à partir de ça. Et Pagnol, c'est universel. Il était temps que tu arrives, ton Alice va bientôt accoucher. Accoucher d'un ticu? Ticu. Nous voilà à Montréal. Ça se passe dans ce qu'on appelait le Red Light District. À la fin des années 20, c'était l'époque de la prohibition aux États-Unis. Ouais. Donc les Américains qui ne pouvaient pas boire d'alcool chez eux venaient à Montréal. Et là, ils pouvaient à la fois boire, écouter du jazz, etc. Et c'est là que Montréal est devenu une ville ouverte, avec un quartier très chaud qui s'appelait le Red Light District, mais qui est maintenant ce qu'on appelle le quartier des spectacles. Comment t'expliques le succès au Québec de Magasin Général? Alors, moi, vraiment, je suis en amour avec le Québec, hein, c'est très clair. On a raconté cette histoire comme une déclaration d'amour. Et je pense qu'ils l'ont ressenti. Comment ça se fait que tu t'es intéressé à cette culture-là? C'est vraiment une longue histoire qui remonte à mon adolescence, à l'arrivée en France des chansons à la fois de Charlebois et de Beaudommage. Ça a été vraiment un choc pour moi parce que c'était des chansons qui m'intriguaient beaucoup parce que ça parlait une langue que je ne comprenais pas totalement, hein, qui était du français, mais avec des mots qui m'échappaient, avec des ambiances bizarres. Et alors je me suis construit un Québec personnel à travers ces paroles de chansons. Et c'est ce qui t'a donné envie de découvrir le Québec? C'est ça. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie. Jean-Louis n'a jamais osé frapper à la porte de ces artistes qui ont bouleversé sa vie. Aux États-Unis. Au prétexte d'une balade, je l'entraîne en ville où je lui ai préparé une petite surprise. Ces chanteurs-là, je sais pas, c'est mythique pour moi. Ça reste des éléments comme ça, fondateurs, ça reste des racines qui font qu'aujourd'hui j'habite ici, quoi. Monsieur Tripp, Michel Rivard, je suis un de vos fervents admirateurs. J'ai su que vous étiez ici aujourd'hui. Je veux ma dédicace. Je ne partirai pas avant de l'avoir vue. Tu peux prendre une chaise? Ça, c'est vraiment dégueulasse de me faire des chocs pareils. Vous n'étiez jamais rencontrés? Non, on s'est jamais rencontrés. Je suis très troublé, vraiment. Okay, bon. Je suis prends ton temps, on va se tutoyer. Prends ton temps. Comment vous expliquez tous les deux qu'il y ait autant d'artistes au mètre carré? Il y a une effervescence créatrice dans cette ville, C'est une ville, mais en même temps, on sent les saisons, on sent la nature. Il y a quelque chose dans cette ville qui nous donne le goût d'exprimer l'âme de cette ville-là, parce que c'est une ville qui a une âme. Et je crois qu'il y a aussi le fait de cette espèce du petit village des irréductibles gaulois. Là. Le Québec est une enclave et on est entouré d'un grand pays où on ne se reconnaît pas tous. Il y a les États-Unis en dessous, et puis on est là et on a quelque chose qu'on veut préserver. Et j'ai l'impression que les artistes qui viennent d'ailleurs ressentent cette énergie-là et que ça donne le goût de créer aussi. N'oublie pas de faire dédicacer quand même, que j'ai pas... Mais oui, mais évidemment, oh là là, mais là... En tout cas, je suis bien contente d'avoir organisé cette petite rencontre entre vous deux. Ça m'a fait bien marrer de te voir grand plaisir. Complètement fébrile tout à l'heure. Et avant de les quitter, je me suis régalée de voir ces deux amoureux de Montréal s'offrir qui une dédicace et qui une chanson. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps.
ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, ouh, ça vaut pas la peine. Si Montréal est une capitale artistique, c'est peut-être bien qu'elle est un îlot de francophonie en Amérique. Mais c'est aussi parce qu'elle est un carrefour de langues et d'influences sans pareil. OK, on essaie? 120 communautés culturelles se côtoient ici. Je retrouve Elisapi Isaac quelques instants avant son concert. Elisapi vient du Nunavik, dans le Grand Nord québécois. Et c'est depuis Montréal qu'elle a bâti sa carrière internationale. Alors, salut. Allô? Ça va? Oui, ça va bien. Et alors, quel est ton répertoire en inuit? Est-ce que c'est des chansons que tu écris ou est-ce que c'est des chansons que tu as tirées dans le répertoire de la tradition orale? C'est mes chansons que j'ai inventées, mon propre poésie à moi. Je pense que c'est le centre, c'est vraiment la femme qui explore, mais à tout... Son univers. Ouais, vraiment. Dis-moi, tu te souviens de la première fois que tu es arrivée à Montréal? Oui, c'était assez intense. Je voyais des édifices. J'avais l'impression que c'était la plus grosse ville au monde. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression que tout le monde me regardait et disait, c'est une Inuk qui arrive de là-bas. C'est vrai? Oui, vraiment, j'étais vraiment intimidée. Tu dirais que tu es une chanteuse de Montréal. Comment tu te définis quand tu es à l'étranger? Je suis Tu viens d'où? de plus en plus chanteuse de Montréal parce que c'est cool d'être de Montréal. Pourquoi c'est cool? Non, je sais pas. C'est parce que c'est tellement diversifié. Moi qui est une fille du Grand Nord, de Salé, d'un petit village qui s'installe à Montréal, puis j'ai l'impression que j'ai ma place ici. Alors c'est sûr, je veux toujours dire que je suis chanteuse de Montréal, mais toujours, de toute façon, c'est toujours la fille du Grand Nord, une Inuk qui chante. Alors... Merci beaucoup. Merci. Nakormik. 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 Alors voici une chanson qui parle de ce territoire qui nous a formés à être forts et fiers. Elle s'appelle Inuk, l'être humain. Chaque année, quand la ville sort enfin de l'hiver, elle est comme prise d'un grain de folie. Aujourd'hui d'ailleurs, ce grain-là est sur mon chemin. Viens, viens. Allez, donne-moi la main. Écoute l'arbre. Ça en est dans tes bois comme ça. Il est malin. Eh oui. Tu vois-tu en haut, il y a un trou sur l'arbre. Ouais. Il va falloir le réparer. Je lui confie mes affaires. Ça, c'est ton ticket pour la nature. Je crois surtout que le printemps rend fou les Montréalais, non? Hé, l'arbre! Le printemps rend fou les Montréalais! C'est sûr que si tu dis des choses comme ça, c'est Montréalais. L'arbre n'aimerait pas ça. L'arbre, c'est un Montréalais. Ah, Je suis un arbre, tu comprends? J'ai un trou. Répare-moi. Moi, je pense que... On peut tomber sur des illuminés partout dans le monde, mais celui-ci est diplômé. Diplômé de l'École nationale de l'humour. Bonjour! Ça va bien? Ouais, ça va? Bienvenue à l'École nationale de l'humour. Tu es un élève? Oui, je suis un élève, on est en plein cours. Depuis plus de 20 ans, l'école a formé près de 350 humoristes et auteurs. Une vraie spécialité québécoise dont je découvre enfin les coulisses. Au programme le jour de ma visite, un cours d'expression corporelle plutôt particulier. Qu'est-ce que vous faites ce matin, là? Bon, alors ce matin, c'est un exercice, entre autres, d'observation. Donc, on essaie de dénoter toutes sortes de petits détails physionomiques, les pieds par en dedans, les épaules par en arrière. Et ensuite, on demande à la personne qui marche d'exagérer tous ces traits-là, ce qui donne une espèce de clown naturel. D'accord. Hein? Tu veux te lancer ou tu veux voir quelqu'un?
rire. Puis elle pose vraiment, là, complètement, là, on dirait. Un petit balancement de tête à chaque fois. Hein? Elle marche les épaules en arrière, puis très droite. OK, non, c'est pas mal, ça. Je pense qu'on en a assez. On est pas pire. Alors, on se lève et on la suit. Donc, les épaules en arrière. Un bon talon dans le plancher avec la jambe qui bloque, hein. Ouais. Puis là, le coup de tête à chaque pas et le déhanchement sensuel. Oh yeah. Mais c'est bien. Alors, sympathique. Sympathique. Louise Richet est la directrice de l'école. C'est elle qui, en 1988, a eu l'idée de créer cette formation unique au monde. C'est intéressant de voir l'espèce de folie qui règne ici, mais à la fois, il y a un côté que vous verrez sûrement pas aujourd'hui, mais la rigueur exigée. Bah, j'imagine. Puis on dit de toute façon qu'au théâtre, c'est l'humour qui réclame la mécanique la plus huilée, la plus précise. Hein, tous les acteurs le disent. Absolument. Donc, Puis on ne soupçonne pas l'immensité de travail que ça requiert pour arriver à cette fluidité, à cette facilité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme classe à l'école? Alors, il y a des cours d'écriture, évidemment, d'écriture humoristique, genre et procédé, des cours de créativité, d'improvisation. L'objectif principal de l'école, c'est acquérir la plus grande efficacité comique, mais c'est également, moi, j'ai compris ça au fil des ans, c'est d'outiller l'élève pour alimenter ce que j'appelle la banque de matières premières. Alors, ils ont des cours, par exemple, de sciences politiques. C'est vraiment une figure imposée. Ils devront faire de l'humour, des gags, à partir de l'actualité politique et sociale. Moi, je me plais à définir l'humoriste comme un chroniqueur de son temps. Alors, il faut aussi l'outiller pour comprendre le monde environnant. Et pour un petit café? Ouais, OK. Allez. Mais donc, Christian, toi, pourquoi est-ce que tu es venu à l'École nationale de l'humour au Québec, alors que tu es belge? Ben parce qu'en fait, il n'y a pas d'école de l'humour en Europe. Mais c'est un marché important au Québec? Ben, le marché est beaucoup plus important au Québec, en tout cas, à mon point de vue, avec le recul d'un an que je suis ici, est beaucoup plus important au Québec qu'en France ou en Belgique. Parce qu'ici, l'humour, c'est vraiment une institution. Les gens qui font de l'humour ici, en tout cas les gens reconnus, gagnent excessivement bien leur vie. C'est même mieux que la chanson. J'adore discuter, mais c'est juste que j'ai un cours. D'accord, OK. Merci pour le café. Hein. Ben de rien, c'est offert. À plus tard. Ciao, ciao, merci. Alors, on va travailler une technique de créativité qui s'appelle la matrice de découverte. Alors, on est dans la démarche combinatoire. C'est pas nécessairement la meilleure technique pour développer un gag, mais c'est une bonne technique pour développer des univers. L'idée derrière ça, c'est de vraiment forcer les deux univers qui n'ont rien à voir ensemble pour arriver à un univers nouveau qui n'existait pas avant. OK, c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez des questions? Ce sont les derniers cours, les derniers exercices, les dernières répétitions. Car ce soir, pour couronner la fin de leurs études, les élèves se produisent dans l'une des grandes salles de Montréal. L'occasion peut-être de se faire remarquer. Non, je sais pas si c'est ma couleur de cheveux, là, mais souvent, tu sais, les gens, moi, je rentre dans une pièce, puis ils commencent à parler moins vite. Moi, je viens de Montréal, puis je sais que je suis chanceux, là. C'est une ville riche, hein? En nombre de pauvres, là. Si Montréal est aussi bouillonnante et créative, c'est au fond parce que la ville permet toutes les audaces, les expériences, les transgressions parfois. C'est parce qu'elle est la ville de tous les possibles. Et d'ailleurs demain, tout devient possible à Montréal. Des bénévoles qui prennent aux riches et donnent aux pauvres. Une arrière-grand-mère reine de la danse en ligne. Ou encore se donner des baffes dans le sous-sol d'une église.